cette nouvelle conférence de votre communauté, le réseau Eau, une conférence co-organisée aujourd'hui avec l'ASTE. Je suis Christophe Jurado, responsable du pôle Eau d'Idéal Connaissance, et j'ai le plaisir d'animer cette session. Assainissement urbain, 40 ans après l'IT 77-284, où en est-on? Cette conférence a pour objectif de connaître le contenu de la réglementation relative à l'assainissement, notamment l'arrêté du 21 juillet 2015, et de faire le point sur les dernières évolutions en matière d'assainissement urbain. Alors avant de laisser la parole aux trois intervenants que vous voyez à la caméra, je tiens à vous rappeler que en bas de votre écran, vous pouvez interagir à tout moment avec nos intervenants en posant vos questions dans le module de chat qui va s'afficher une fois que j'aurai lancé les présentations. Je lirai vos questions donc à haute voix et nos intervenants y répondront également à haute voix. Alors, vous pouvez également nous suivre avec le fil Twitter, vous le savez, au @réseau_o. Donc, Delfleur, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, anciennement ingénieur des travaux ruraux. L'essentiel de votre vie professionnelle a concerné l'assainissement urbain et l'hydrologie urbaine. Vos activités d'enseignement dans cette matière s'adressent à des étudiants et plus anciennement à la DEA, au DEA, pardon, de façon plus ou moins ponctuelle. Et puis, donc c'est avec ces différents titres que vous avez longtemps participé à la commission assainissement de l'ASTE et au GT à l'origine du Memento depuis sa création. Bonjour, Monsieur Delfleur. Bonjour. Ingénieur à la division études et ingénierie du service technique de l'eau et de l'assainissement, membre du groupe de travail ASTE Memento, Alexandre Neuzé interviendra également dans cette conférence pour apporter le point de vue de la maîtrise d'ouvrage. Vous représentez la mairie de Paris. Alexandre Neuzé, bonjour. Bonjour. Voilà. Allez-y. Alors, on fait le zoom. Je sais Alors, vous pouvez c'est là, là, les quatre voilà. flèches. Ok. Donc moi, ce que je vais vous dire maintenant, c'est les nouveautés et puis les reprises, parce qu'il y a aussi des reprises du Memento technique par rapport à l'instruction technique de 77. Tout d'abord, un petit peu d'histoire, parce que l'assainissement s'inscrit dans l'histoire. On travaille généralement pour de longues durées, et donc les très anciens reconnaîtront peut-être cette instruction technique. Personnellement, je dois dire que malgré mon âge, je ne l'ai jamais connue. Par contre, j'ai beaucoup mieux connu celle-ci, l'instruction technique de 77, proprement dite. Et de cette circulaire au guide de la ville et son assainissement, il s'est passé quand même un certain nombre d'années. C'est un guide qui est devenu un document de référence lorsqu'il est sorti en 2003. Il avait été écrit par différents spécialistes. On était un groupe d'une quarantaine de personnes autour du CERTU, avec différents regards. Il y avait des scientifiques, il y avait des personnes de collectivités locales, des personnes de l'État, que ce soit centres de recherche ou de services déconcentrés. Donc il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont travaillé ensemble, mais c'était un positionnement voulu pour s'adresser à la maîtrise d'ouvrage, pour des prestataires techniques et pour les services régaliens. Quel était le contenu de ce guide? Il s'agissait d'intégrer en 2003, j'insiste, les évolutions du contexte politique et institutionnel, comme la décentralisation, la responsabilité des collectivités en matière d'assainissement, c'était tout nouveau à l'époque. Il fallait bien sûr mettre à jour le cadre législatif, réglementaire et normatif. Et puis, il y avait de nouveaux enjeux de l'assainissement apportés par la science par rapport à l'instruction technique de 77 et différents outils et techniques qui avaient été mis en œuvre entre-temps. Il s'agissait de préciser les méthodes et les outils adaptés à une logique d'approche globale et intégrée de l'assainissement urbain. Ça, c'est extrêmement important dans tout le guide de la ville et son assainissement, une approche, j'insiste bien, globale et intégrée. Alors, la place de cet ouvrage. Un petit peu d'histoire. En 77, c'était l'instruction technique qui s'appliquait, mais sous forme d'une circulaire interministérielle à l'époque. Mais en 82, il y a eu la décentralisation.
c'est-à-dire que les collectivités sont devenues libres de faire un peu, je ne veux pas dire ce qu'elles voulaient, mais en tout cas n'avaient plus la tutelle de l'État en matière de dispositions techniques relatives à l'assainissement. En 91 sort la directive des rues, la directive relative aux eaux résiduaires urbaines. Et en 92, c'est le premier texte en France de transposition de cette DRU. Aurélie a très bien dit que ça s'est traduit également par différents arrêtés ministériels, dont le dernier est de 2015, mais en 92, c'était le début de cette transposition. Et j'insiste sur le fait que cette loi de 92 donnait des obligations de moyens. En 2000, c'est la directive cadre au niveau européen. Et cette fois, on passe d'obligation de moyens à obligation de résultats. En 2004, il y aura la loi de transposition, et avec des compatibilités des documents d'urbanisme, avec les principales orientations des SDAGE et des SAGE. Une forte montée en puissance de l'appareil normatif. Ceux qui connaissent l'instruction technique de 77 et les CCTG de l'époque se rappellent qu'il y avait toute une série de normes, d'instructions pour valider, pour accepter sur chantier un certain nombre de produits qui n'étaient pas forcément normalisés. Entre-temps, l'appareil normatif s'est fortement renforcé et on peut s'appuyer maintenant sur tout un corpus normatif qui est vraiment complet. C'est pour ça que maintenant, avec cette loi de décentralisation, eh bien, les guides qui sont publiés retraduisent l'état de l'art actuel de l'assainissement urbain, de la conception d'Anthony. Alors, Aurélie a évoqué la norme NFEN 752. Il faut savoir qu'il y a déjà eu plusieurs éditions. Là, je cite celle de 2008. Je ne la suis pas particulièrement, donc je ne sais plus si c'est celle à jour, mais comme ça fait 10 ans, on peut penser qu'une mise à jour viendra bientôt. Et que contenait ce CD-ROM, la ville et son assainissement? Il est organisé selon 3 entrées. Tout d'abord, l'essentiel. C'est un petit document de 15 pages et qui donne vraiment bien la philosophie de ce document. Je vous ai mis un lien qui vous permet d'aller le retrouver. Il se trouve que c'est publié par Le Gré, je n'ai pas trouvé autre chose, mais je vous garantis bien que c'est bien la publication du CERTU. Et cet essentiel insiste bien à la fois sur le caractère global que j'ai évoqué tout à l'heure, de l'approche qu'il faut avoir maintenant sur les systèmes d'assainissement, et sur les aspects historiques, prendre en compte que on s'inscrit pour plusieurs décennies dans nos systèmes. Une autre entrée qui est le sommaire. On peut acheter le CD-ROM sur le site du CEREMA et avoir accès à son sommaire. Et puis, il y a également toute une série de thèmes sur la métrologie, sur la modélisation, ces choses-là, qui permettent également d'aborder ce guide. Pourtant, il y avait une grosse lacune dans ce guide, c'est le manque d'outils pratiques. Je vous rappelle qu'il était destiné essentiellement à des maîtres d'ouvrage qui sont en obligation de prescrire des obligations de résultat, puisqu'ils sont eux-mêmes soumis par la réglementation à des obligations de résultat, mais le comment n'était pas abordé. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'ASTE, il a été décidé de produire un document qui soit destiné aux bureaux d'études, notamment les bureaux d'études non spécialisés, et pour les aider dans la conception. Alors là, on rentre dans un domaine assez flou. On a appelé ça des opérations d'aménagement d'envergure et de complexité limitée, mais sans clairement définir ce domaine d'application, parce que on se rend bien compte que ça aurait été énormément compliqué de définir ces limites. Il s'agit donc a priori de petites opérations, mais c'est à la fois des opérations d'aménagement qui vont s'inscrire dans un système d'assainissement plus vaste, ou alors des réseaux complets, comme par exemple en milieu rural, soit intercommunal ou pas, qui sont
d'envergure limitée, mais qui peuvent être quelquefois extrêmement compliqués à gérer. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de 10 ans, l'ASTE a créé ce groupe de travail et qui a conduit au memento technique que nous publions maintenant et qui fait l'objet de cette conférence. Quel est le sommaire de ce memento? D'abord, le paragraphe habituel d'introduction qui explique pourquoi, c'est-à-dire en gros ce que je viens de vous dire dans la succession des différentes circulaires et pourquoi il fallait mettre quelque chose à jour. Ensuite, on commence à rentrer dans le détail. La conception générale d'un système d'assainissement, des éléments d'hydrologie urbaine. Et vous voyez là qu'il y a un premier point spécifique. Bien sûr, on parle des pluies, mais on parle des volumes avant de parler des débits. Et c'est tout à fait volontaire, bien sûr. Quand on parle de volume et de débit, il s'agit bien sûr d'eau pluviale. Pour les débits d'eau usée, ce n'est pas très compliqué. Là, il n'y a rien de nouveau. Et puis, bien sûr, des notions de pollution. Ensuite, on passe traditionnellement au calcul des sections d'écoulement. Donc là, c'est de l'hydraulique simple. Puis, la gestion des eaux pluviales, un gros chapitre. Et enfin, un chapitre, une sorte de boîte à outils sur la conception des composants d'un réseau d'assainissement. Et puis, il y a toute une série d'annexes qui permettent de faire un focus sur un certain nombre de notions. Alors, l'annexe A, définition des différents systèmes, c'est classique. Système unitaire, système séparatif, système mixte, système pseudo-séparatif, etc. Avec quelques considérations à ce sujet. L'annexe B sur les notions de performance d'un réseau, notamment lorsque l'on s'intéresse au diagnostic fonctionnel. Il est important de savoir de quoi on parle. L'annexe C, eh bien, vous vous souvenez que dans l'instruction technique de 77, il était défini 3 zones hydrologiques. La zone, en gros, la moitié nord, la zone 1, la zone 2, la moitié sud, et puis la zone 3, le pourtour méditerranéen. Et là, dès le début du travail de notre groupe, donc en 2006-2007, Météo France nous a dit, écoutez, ça ne va pas du tout, il faut vraiment prendre des données plus locales, et en conséquence, on a rédigé cette annexe C de recommandations pour commander les coefficients de Montana à Météo France. Et toute l'approche pluviale presque toute l'approche pluviale en matière de gestion des eaux pluviales dans le guide fait référence aux coefficients de Montana. Il y a l'annexe D sur les déversoirs d'orage, des travaux notamment issus de recherches faites à l'ENGES sur la maîtrise hydraulique ou la compréhension hydraulique de ces ouvrages vraiment très particuliers. Vous avez vu dans la réglementation qu'il s'agit de quelque chose de très important en matière d'autosurveillance, et donc instrumenter ces ouvrages qui au départ n'ont pas été faits pour ça, pour être instrumentés, est quelque chose d'absolument indispensable maintenant. Ensuite, il y a toute une série d'annexes, notamment l'annexe E et l'annexe G, sur les siphons et les regards de chute, qui republient des documents qui ont été publiés, qui sont antérieurs même à l'instruction technique de 77 et qu'on ne trouvait plus du tout dans la bibliographie. Ça vous dit comment calculer ce genre d'ouvrage, que ce soit un siphon, j'insiste, ou un regard de chute, parce que on ne trouvait plus nulle part comment faire. Donc, l'idée, c'est de faire des ouvrages le mieux dimensionnés possible pour qu'ils fonctionnent le mieux possible, tout simplement. Au milieu, on a mis l'annexe F sur les limiteurs et régulateurs de débit, parce que c'est quelque chose qui se développe. La recherche en matière d'équipement des réseaux d'assainissement continue à être active à ce sujet, puisqu'on cherche de plus en plus à bien maîtriser les débits que l'on fait transiter dans nos systèmes de collecte. L'annexe H indique une relation entre Manning et Colebrook. Dans l'instruction technique de 77, la rugosité des matériaux de canalisation est essentiellement expliquée par les équations de Bazin.
Et puis finalement, là, on a fait un choix. On a privilégié la relation de Manning-Strickler, simplement parce qu'elle nous semblait beaucoup plus simple d'utilisation et qu'il était plus facile avec cette relation-là de modifier, de prendre en compte une rugosité différente de celle qui peut être prise par défaut. C'est aussi quelque chose qui est facilement pris en compte dans les logiciels de simulation, et donc c'était plus simple. Mais il s'agit d'une équation approchée, alors que l'équation la plus proche de la réalité physique, c'est bien l'équation de Colebrook. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette annexe H pour vous aider le lecteur à prendre un peu de recul pour savoir ce qu'il fait avec l'équation de Manning et se raccrocher à la vérité physique, si j'ose dire, représentée par Colebrook. Enfin, un petit aspect administratif, là, c'est l'annexe I sur les autorisations et conventions de rejet des eaux non domestiques. Vous savez en effet que aucune collectivité, aucun maître d'ouvrage public n'est tenu d'accepter dans son réseau des eaux usées non domestiques, dont des eaux industrielles ou assimilées, et que ça doit, si c'est le cas, se contractualiser. C'est ce qu'on appelle la convention de rejet et qui doit être autorisée également. Et donc, on a mis une petite annexe à ce sujet parce que, pour vous aider tout simplement à bien traiter ce sujet qui peut être très important en cas de pollution accidentelle. L'annexe J donne une série de liens utiles en ce qui concerne les techniques alternatives au réseau pour la gestion des eaux pluviales. Il y a effectivement un grand nombre de sites qui présentent ces techniques. Donc on n'a pas cherché à être particulièrement originaux à ce sujet, on a simplement voulu reprendre un peu ce qui existait en le présentant à notre méthode. On a travaillé à ce sujet avec le groupe de travail hydrologie de l'AST, conjoint avec le groupe de la SHF correspondant. Et puis 2 annexes K et L ont déjà été publiées dans TSM. Une annexe particulière sur le risque H2S qui a été publiée en 2012. Et puis une annexe relative aux stations de pompage qui a été publiée en 2013. Alors, finalement, dans le memento technique, on a ciblé notre réflexion et notre rédaction sur les petites opérations. Donc ces petites opérations d'aménagement ou les petites agglomérations, c'est-à-dire en milieu rural. L'idée, c'était que les grandes agglomérations, depuis 1977, ont largement su construire leur propre démarche et elles ne sont pas réellement visées par ce document. On ne va pas prétendre apprendre aux grandes agglomérations comment elles doivent faire. C'est quelque chose de spécifique. Elles ont construit une doctrine totalement adaptée à leur milieu récepteur. Et donc, là, on pensait bien qu'on ne pouvait pas leur apporter grand-chose. J'insiste encore, notamment, vous l'avez vu dans le cadre de la liste des annexes, sur l'intégration, c'est-à-dire la réédition effective, d'outils et de méthodes qui étaient publiés avant l'IT 77 et qui étaient tombés dans l'oubli. Et puis, bien sûr, on a intégré des résultats plus récents. En ce qui concerne le temps sec, eh bien, par exemple, il n'y a pas d'innovation du tout pour les eaux usées domestiques. On dispose d'énormément de données, mais il n'y a pas eu d'études, par exemple, pour savoir si la fameuse formule qui permet de passer du débit moyen de temps sec au débit de pointe, ou plutôt du débit moyen d'eau usée domestique au débit de pointe d'eau usée domestique, est valable, est toujours valable ou pas. Il n'y a aucune étude de synthèse faite à ce sujet, ou en tout cas aucune publication d'études de synthèse. En ce qui concerne les eaux usées industrielles, l'instruction technique de 1977 était assez précise sur les évaluations des besoins et donc des rejets en eau usée des différents types d'industries que l'on pouvait trouver. Et là, on en a mis plutôt moins.
parce qu'on s'est quand même rendu compte que, bien sûr, le type de production industrielle intervient dans la nature des rejets, ça c'est une évidence, mais l'âge des établissements intervient également en fonction de leur niveau d'équipement en matière de recyclage de l'eau, que ce soit pour les eaux de rinçage et surtout pour les eaux de refroidissement. Alors qu'à l'époque de l'instruction technique de 77, c'était énormément fréquent que ce soit un fonctionnement en circuit ouvert, ce qui fait qu'on maîtrisait, on avait une connaissance un peu libre des rejets de telle ou telle industrie. Par contre, beaucoup plus d'outils sur les dispositions constructives, les branchements, les regards spéciaux et les déversoirs d'orage. En ce qui concerne le temps de pluie, pour les calculs manuels, eh bien, on ne quitte pas Kako. Non, vraiment, il a fait ses preuves. On voit bien que ce n'est pas que c'est toujours d'actualité. Avec la petite modification qui a déjà été publiée dans La ville et son assainissement sur l'assemblage en parallèle des bassins versants, mais sinon, vraiment, on utilise toujours Kako. Par contre, la grande nouveauté, c'est que l'instruction technique de 77 ne prévoyait que ce que j'appelle 2 situations hydrologiques, le temps sec et la pluie de projet. Et là, conformément à la ville et son assainissement de 2003, eh bien, on arrive à 4 situations hydrologiques à prendre en compte. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameux niveaux de service. Donc, il y a le niveau de service 0 de temps sec, et puis on va au niveau de service 1 de petite pluie, le niveau de service 2 les pluies moyennes, le niveau de service 3 les pluies fortes, et les niveaux de service 4 les pluies exceptionnelles. Ce niveau de service 4 plus exceptionnel sort du cadre, puisque là, on n'est plus dans le domaine de l'hydrologie urbaine et de la conception de systèmes de collecte ou de gestion des eaux pluviales. On est dans le cadre de l'inondation, c'est-à-dire la gestion de crise. Je ne vais pas redétailler ici ces niveaux de service, et c'est bien ce qu'il faut voir, c'est qu'il s'agit de niveaux de service, c'est-à-dire que le système va réagir et fonctionner d'une certaine façon en assurant un certain service. Par exemple, dans le niveau de service 0, le temps sec, eh bien, c'est 0 rejet non traité. Et pour le niveau de service 1, les petites pluies, c'est également 0 rejet non traité. Et ainsi de suite. La grande nouveauté également, c'est que les périodes de retour correspondantes pour les niveaux de service 2, 3 et a fortiori 4 ne sont pas fixées dans la ville et son assainissement, mais nous, on s'est un petit peu engagé. On a fait des propositions de périodes de retour, de fourchettes de périodes de retour pour ces niveaux de service. En ce qui concerne le niveau de service 1, c'est un peu particulier. On avait commencé à travailler là-dessus avant la sortie de l'arrêté de 2015. Donc, on avait discuté sur qu'est-ce qu'il faut comme période de retour, etc. Et puis, l'arrêté de 2015 est arrivé et on s'est dit, mais finalement, maintenant, vous vous souvenez certainement de la présentation d'Aurélie tout à l'heure, les histoires de 5% du volume d'eau usée ou les 5% du flux de pollution ou les 20 déversements annuels possibles. Tout ça, ça définit très très bien le niveau de service 1, mais on ne parle plus de période de retour. Donc, ça tombe, mais la période de retour devient une conséquence de ce choix-là, plutôt que d'une hypothèse de dimensionnement. Pour le temps de pluie, toujours, là, on passe clairement du tout réseau, qu'il soit unitaire ou séparatif, à une gestion décentralisée des eaux pluviales, très très clairement, avec une préférence au séparatif lorsqu'il faut vraiment construire des ouvrages de collecte, et une préférence au stockage sur place, et même à l'infiltration si possible, plutôt qu'au transfert. Donc c'est vraiment la gestion la plus locale possible, la plus décentralisée possible des eaux pluviales. Par rapport à l'instruction technique de 77,
cette instruction évoquée seulement pour la gestion des eaux pluviales des bassins de retenue, alors que là maintenant on évoque tout le chapitre 5, l'ensemble des techniques alternatives. Et puis, si l'instruction technique avait des textes extrêmement pertinents sur la pollution des eaux pluviales, mais ce n'était que des textes qui évoquaient cette pollution des eaux pluviales, et bien maintenant, on la prend en compte dans le dimensionnement. Alors, si maintenant on compare les deux sommaires, vous voyez qu'il y a des éléments de similitude et des éléments de différence. Le sommaire de l'instruction technique de 77, c'était 7 chapitres, conception générale, calcul des débits d'eau pluviale, calcul des débits d'eau usée, les sections d'ouvrage, les conditions d'établissement des réseaux, les ouvrages annexes, donc là aussi la boîte à outils, et puis les bassins de retenue d'eau pluviale sur tout le chapitre 7. Pour le memento technique, c'est un rappel, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Le pourquoi de ce document, il fallait expliquer un peu plus que pour l'instruction technique, et puis il n'y avait pas de circulaire associé, circulaire interministériel. Et on retrouve la conception générale, bien sûr, les éléments d'hydrologie urbaine, les calculs des sections d'écoulement, etc. Et puis finalement, vous voyez que c'est pas si mal. La conception générale, le chapitre 1 de l'instruction technique de 77, se retrouve dans le chapitre 2. Les calculs de débit se retrouvent dans le chapitre 3, mais on a ajouté des volumes, on a ajouté de la pollution. Les sections des ouvrages, quand ils disent ouvrages dans l'instruction technique de 77, c'est exclusivement les canalisations. Et là, c'est donc bien des sections d'écoulement. Les conditions d'établissement des réseaux du chapitre 5 passent au chapitre 6, avec les ouvrages annexes. Et puis, encore une fois, j'insiste, le bassin de retenue d'eau pluviale de l'instruction technique sont transformés dans le chapitre 5, la gestion des eaux pluviales, avec toute une réflexion globale, d'une part, et puis l'utilisation des différentes techniques alternatives disponibles maintenant. J'ai failli dire sur le marché, c'est pas tout à fait ça, mais dans les concepts. Merci. Eh bien, merci. Nous allons pouvoir passer à la dernière intervention, l'intervention d'Alexandre Neuzet pour la mairie de Paris. Je lance votre support. Et vous avez la main. Alors, je vais vous parler un peu des attentes que peut avoir une collectivité locale, enfin une collectivité locale un peu particulière, puisqu'il s'agit de la ville de Paris, pour ce qui est un peu de ce memento. Alors, comme l'a rappelé Didier, effectivement, étant en grosse agglomération, c'est moins la partie dimensionnement d'un réseau qui va servir, car le réseau à Paris, il est existant, il est ancien, il date d'Haussmann, c'est-à-dire deuxième moitié du 19e siècle. Il a plus été dimensionné pour des raisons de visitabilité que sur des considérations de transformation de pluie-débit, sauf peut-être pour les grands collecteurs. Et donc c'est plus ce memento va plus avoir un rôle dans la partie un peu mutation vers une gestion des eaux pluviales, je dirais plus durable. Comment on en est arrivé là? C'est principalement l'évolution réglementaire qui nous a conduit à ce constat. Bien sûr, ça parle, alors je ne vais pas rappeler longuement l'évolution réglementaire comme l'ont fait mes deux prédécesseurs, mais ça part effectivement des directives européennes et de leur transposition dans le droit français sous la forme de différentes lois sur l'eau. Ça va être surtout la ville et son assainissement qui a défini les niveaux de service et dans lequel s'inscrit un peu le memento de l'ASTE. Bien sûr, l'arrêté du 21 juin 2015, donc ça, je ne vais pas le rappeler, la GLMAPI, et puis d'autres textes normatifs. Et donc cette réglementation nous conduit à un réel changement de paradigme
en matière de gestion des eaux pluviales. Et parmi les éléments de ce changement de paradigme porté dans le momento technique, on peut citer par exemple l'adoption d'un zonage pluvial, qui est cité notamment page 17. Bien sûr, une remise en question complète sur la façon de gérer les eaux pluviales, qui fait l'objet des chapitres 2 sur les généralités, du chapitre 5 spécifiquement consacré à la gestion des eaux pluviales. L'émergence des techniques vertes ou techniques alternatives de gestion au plus proche du point de chute de la pluie, qui fait l'objet de nombreuses fiches techniques, notamment dans le guide. Et ces nouvelles approches projets, notamment tout ce qui est service écosystémique, cité page 18, analyse cycle de vie, dont on abordait à la page 38, et puis l'analyse coût-bénéfice global, enfin l'étude coût-bénéfice global, cité page 38. Et là, vous avez à peu près le plan de mon intervention qui va aborder ces 4 points. Alors le premier point, c'est l'adoption d'un zonage pluvial qui vient d'être voté en mars 2018, mais qui était en gestation depuis 2006 à peu près. Il a été conçu à peu près à cette époque. C'était une demande des élus. Alors pourquoi un zonage pluvial? Déjà, qu'est-ce qu'un zonage pluvial? Donc, le zonage pluvial, c'est un outil législatif qui peut être adopté par un conseil municipal et son maire pour essayer de faire gérer tout ou partie des eaux pluviales sur les terrains, sur les parcelles, comme sur les espaces publics. C'est un outil qui est issu de la loi sur l'eau de 92, qui donnait obligation d'adopter un zonage d'assainissement avec un volet pluvial et un volet assainissement collectif, non collectif pour les villes qui sont concernées. Mais le législateur n'avait pas mis de délai pour l'adoption de ce texte. Et donc c'est un outil qui, à la base, en 92, se voulait comme un outil de prévention des inondations. Or, à Paris, on est moins concerné par une problématique d'inondation qu'une problématique de pollution du milieu naturel. Le réseau parisien, il est principalement unitaire, et donc il a les dysfonctionnements de la plupart des réseaux unitaires, c'est-à-dire que dès qu'il pleut, les eaux de pluie se mélangent aux eaux usées, et ce mélange vient saturer les réseaux et se déverser dans le milieu naturel pour justement se protéger des inondations de surface. C'est un concept donc, qui est émergé lors de la création du réseau par l'équipe d'Haussmann. Je rappelle, deuxième moitié du 19e siècle. C'était un concept qui était à l'époque acceptable, mais qui aujourd'hui, du fait des pollutions que cela provoque, l'est beaucoup moins. Au préalable de ce zonage pluvial, donc faut aussi citer le fait qu'à partir de 91, la ville de Paris s'est dotée d'un plan de modernisation de son réseau d'assainissement, qui avait justement pour but de diminuer ces rejets de temps de pluie, mais aussi les rejets de temps sec, parce que même alors, il y en avait encore beaucoup. Ce plan a consisté principalement à équiper le réseau de vannes stratégiquement placées dans nos déversoirs d'orage pour qu'ils rejettent au dernier moment. 2 stations de pompage aussi judicieusement choisies pour orienter les eaux vers certaines parties du réseau moins sollicitées que d'autres, et notamment par un maillage du réseau. Et ce plan de modernisation, en gros, a permis de réduire de manière significative les rejets, tous rejets confondus, parce qu'on était de l'ordre de, je crois, 12 millions de mètres cubes par an avant 2000, et ça a diminué aujourd'hui à 2 millions environ de mètres cubes par an, entre 1,5 million et 2 millions de mètres cubes par an, selon les années. Donc déjà, ce plan de modernisation qui portait sur des mesures purement hydrauliques a permis de réduire de manière significative les rejets d'eau, notamment de temps de pluie, et aussi à réduire quasiment à zéro les rejets de temps sec.
Ces 2 millions de mètres cubes, à peu près 1,5 million, 2 millions de mètres cubes résiduels, on s'aperçoit que c'est un peu un plancher sous lequel on n'arrive pas vraiment à passer dessous, et d'où l'idée, à partir de 2005-2006, que Paris se dote d'un zonage fluvial, principalement pour essayer de réduire ces déversements dans le milieu naturel, et accessoirement pour réduire les quelques rares points d'inondation que l'on a. Donc ça s'est traduit par la carte que vous voyez sur l'écran, avec 2 sous-zonages pluviaux. Un zonage effectivement lié à la pollution, c'est des couleurs, et un zonage lié aux quelques points d'inondation que l'on a encore, c'est les zones assurées. Donc, je vais commencer par celui-là. C'est tout simplement, on a décidé sur ces zones de réduire le débit de fuite à 10 litres par seconde par hectare jusqu'à la pluie 10 ans. Et ce dispositif, on le demande uniquement aux endroits, enfin en amont, des zones de débordement identifiées de notre réseau pour les pluies 10 ans. Effectivement, une étude hydraulique a montré que cette régulation du débit de fuite, qui était à l'époque la mesure que l'on trouvait dans tous les zonages pluviaux, au moins dans les villes qui en avaient adopté un, c'était effectivement l'outil par excellence de lutte contre les inondations. En revanche, cette régulation du débit de fuite, on a vu que pour ce qui était de notre principal problème, qui était un problème de pollution de la Seine par temps de pluie, eh bien cette mesure n'avait que peu d'effet sur ces déversements d'eau unitaire. C'est pour ça qu'en parallèle, on a adopté un second sous-zonage pluvial qui lui vise à réduire donc ces pollutions, et pour cela, on ne demande non plus une régulation du débit de fuite, mais une déconnexion partielle du réseau sous la forme d'une lame d'eau de pluie à abattre. Alors la plus grande partie de Paris que vous voyez en orange sur la carte, on demande un abattement volumique des 8 premiers millimètres de pluie. Dans la partie rouge, on demande un peu moins, on demande que 4 mm. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que c'est la partie de Paris qui est construite sur des zones de gypse. Et à l'époque, comme on envisageait cet abattement volumique, on ne parlait même pas d'abattement volumique à l'époque, mais d'infiltration, on pensait qu'on a établi que l'on allait réduire ce risque gypse en réduisant la lame d'eau à abattre. Dans la partie jaune, là on demande un peu plus que sur le reste du territoire. Pourquoi dans ces parties jaunes on va demander jusqu'à 12 mm? Parce qu'on s'est aperçu par notre étude hydraulique de faisabilité du zonage pluvial que dans ces zones, quand on envoyait 1 mètre cube d'eau de pluie dans le réseau, on pouvait provoquer jusqu'à 2 mètres cubes de déversement dans le milieu naturel. Donc là, c'est des zones un peu à effet de levier, où on demande jusqu'à 12 mm. Après, il y a les deux bois de Vincennes, bois de Boulogne que vous voyez en vert, où là, on va demander une déconnexion du réseau. D'autant plus facile que on est dans un milieu un peu forestier. Et c'est d'autant plus, ça s'impose d'autant plus qu'en fait, dans une partie du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne, on n'a pas forcément de réseau d'assainissement. Enfin, les zones bleues qui sont un petit peu particulières, qui sont les zones de Paris qui sont ou qui seront en système séparatif, où là, la problématique est un petit peu différente, enfin, elle se déconnecte un peu de la problématique du réseau d'eau unitaire. Et là, les mesures à prendre sont locales. Et en plus, elles peuvent changer dans le temps. À titre d'exemple, sur Paris-Rive-Gauche, qui est notre zone existante de séparatif autour de la grande bibliothèque, dans un premier temps, donc, quand ça a été conçu en 91 jusqu'à à peu près la période 2015, on n'a rien demandé. Après, on a demandé un abattement volumique de 16 mm parce qu'il s'est avéré que notre réseau séparatif a été saturé. Et aujourd'hui, dans les zones futures, on demanderait effectivement, dans la mesure du possible, une déconnexion complète. Alors ça, ce sont les objectifs optimaux de notre zonage pluvial.
Il y a aussi dans le règlement un objectif, excusez-moi, ce sont les objectifs minimaux de notre zonage pluvial, les objectifs réglementaires. Dans notre zonage pluvial, on a aussi intégré un objectif optimal, qui est optionnel, qui est la déconnexion complète des eaux pluviales du réseau, au moins jusqu'à la pluie 10 ans. Pourquoi jusqu'à la pluie 10 ans? Parce que nous, on considère que notre réseau absorbe au moins localement les pluies 10 ans sans réel dysfonctionnement local. Ça peut provoquer des dysfonctionnements en aval, mais localement, le réseau étant dimensionné pour sa visitabilité, donc étant beaucoup plus grand que généralement ce que la pluie demanderait, localement, on considère que le réseau a largement la capacité d'absorber ces flux. Alors, pour conclure sur le zonage pluvial, qui se voulait au départ, je le rappelle, un outil de gestion des inondations, ben, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est devenu, à partir de là, de notre zonage pluvial, un outil aussi de prévention des pollutions. Et c'est pour ça que, notamment, l'État, à partir de 2013, peut demander une évaluation environnementale lors de l'adoption d'un zonage pluvial. Alors le deuxième thème, c'est effectivement une remise en question complète de la façon de gérer les eaux pluviales. Et ce que nous apprend un peu la réglementation récente et puis la ville et son assainissement et surtout le guide de l'ASTE, c'est que le tuyau n'est plus le seul moyen de gérer les eaux pluviales, ce qui ressortait un petit peu de l'instruction technique de 1977. Et dans certains cas même, on peut s'en passer complètement. Alors, ce changement de paradigme, c'est sûr, c'est au niveau des aménagements une véritable révolution. Le guide de l'ASTE est un des outils d'accompagnement qui va nous permettre de un peu gérer ce grand chamboulement. Le guide de l'ASTE, cependant, ne suffit pas. Il faut savoir qu'il est nécessaire, quand on adopte ce type de politique de meilleure gestion des eaux pluviales, de faire des guides locaux. Pourquoi? Quand il s'agissait de dimensionner un tuyau pour gérer les eaux pluviales, la méthode de CACO qu'a rappelé Didier, mais aussi les autres méthodes, ce sont des méthodes universelles. Quel que soit l'endroit où l'on soit, à partir du moment où on a su modéliser et quantifier la pluie, eh bien, la méthode pour dimensionner un tuyau, c'est la même partout. Pour ce qui est des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, là, effectivement, on ne peut pas transposer forcément ce qui s'applique à un endroit à un autre. Pourquoi? Parce que les villes sont plus ou moins denses, les sous-sols sont plus ou moins contraints, que ce soit par la présence d'infrastructures, que ce soit par les différents types de sous-sols que l'on peut trouver. Donc à Paris, on a du gypse, on a aussi quelques argiles qui peuvent se rétracter par temps sec. On a des alluvions, on a des endroits effectivement où la nappe n'est pas très basse. Il y a aussi des contraintes sur les usages. Ça aussi, c'est lié à la densité, mais bon, on ne fera peut-être pas la même chose dans un quartier fortement contraint, un quartier très touristique, que sur un quartier purement résidentiel. Donc il est nécessaire de toute façon de compléter ce mémento de l'ASTE, et d'ailleurs c'est recommandé dedans, par des prescriptions qui sont beaucoup plus locales. Donc pour illustrer un peu cette remise en question complète sur la façon de gérer les eaux pluviales, ici j'ai présenté 4 aménagements, dont 2 qui sont déjà réalisés et 2 qui sont en projet, où on est arrivé, sur toute ou partie de ces aménagements, à du zéro rejet d'eau pluviale au réseau. Alors le premier qu'on a eu, c'était en 2013, enfin il a été mis en service en 2013. C'est un tout petit aménagement, c'est le quartier Lourmel-Église. Donc vous voyez la photo en bas, où on a réussi à déconnecter complètement des eaux pluviales l'espace public. Pour ce faire, on a fait principalement, alors c'est pas très grand l'espace public de ce quartier Lourmel-Église, c'est je crois un peu plus de 1000 m². Comment a-t-on fait? Tout simplement une tranchée d'infiltration qui récupère toutes les eaux pluviales de la voirie
Et cette tranchée d'infiltration n'a pas de trop-plein vers le réseau, mais un trop-plein vers l'espace vert que vous voyez sur la photo. Le deuxième aménagement pour lequel on arrive à zéro rejet d'eau pluviale, au moins pour la pluie de niveau 1, qui avait été définie pour cet aménagement à la pluie de 16 mm toute durée. Cet aménagement a été mis en service en 2016. Donc c'est la ZAC Boussicot dans le 15e arrondissement, qui a été équipée aussi de tranchées d'infiltration et d'une noue d'infiltration, une noue végétalisée d'infiltration des eaux pluviales, qui est la première noue aménagée sur l'espace public de Paris pour gérer les eaux pluviales. Et enfin, les deux projets de ZAC, d'une part la ZAC Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement, où là il est prévu zéro rejet au réseau, au moins pour les pluies de niveau 1 et 2, c'est-à-dire jusqu'à la pluie 10 ans, avec éventuellement une mutualisation de la performance sur cet espace, sur cette ZAC. Mutualisation qui va se traduire, qui va aller de l'espace privé vers l'espace public, c'est-à-dire qu'on va demander un maximum d'abattement volumique aux espaces privés, alors au moins la pluie 16 mm et si possible plus. Ensuite, c'est l'espace public où les eaux seront gérées par des noues et éventuellement ces noues récupérant aussi une partie des espaces privés. Et pour les très grosses pluies pour lesquelles ces noues ne suffiraient pas, le jardin public, qui est au milieu de la ZAC, pourrait contribuer à abattre, à infiltrer le surplus. Sur la ZAC Bercy-Charles, alors pour ce qui est de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, ça vient d'être acté par la mairie. Ce système de gestion des eaux pluviales vient d'être acté au moins comme objectif prioritaire. Pour ce qui est de la ZAC Bercy-Charenton, les discussions sont toujours en cours. Alors, on s'orienterait a priori vers zéro collecte d'eau pluviale, au moins zéro collecte souterraine. L'ensemble des eaux de pluie, des niveaux 1 à 4, seraient entièrement gérées en surface, sous forme de dispositifs d'infiltration, de revêtements poreux, de caniveaux, et éventuellement pour les très grosses pluies, parce que cette ZAC est près de la Seine, une orientation de ces eaux vers la Seine, au moins pour les pluies de niveau 3 et 4. Pour finir sur cette diapositive, la diapositive de gauche, avec les pavés infiltrants, c'est une petite partie de la ZAC Boussicot. J'ai dit qu'il y avait des tranchées d'infiltration et une noue d'infiltration, et il y a aussi quelques mètres carrés de pavés enherbés qui à l'époque se voulaient un petit peu expérimentaux pour gérer les eaux pluviales. Mais ce dispositif pourrait se généraliser dans d'autres ZAC à Paris, d'autres aménagements sont en train d'être équipés par des pavés enherbés. Alors, la troisième partie, c'est l'émergence des techniques vertes pour une gestion au plus proche de la source, au plus proche du point de chute de la pluie. Alors, quel intérêt portent ces techniques vertes ? Elles portent principalement l'intérêt d'être autre chose que des instruments purement hydrauliques de gestion des eaux pluviales, contrairement à un tuyau, contrairement à un siphon, contrairement à tout ce que l'on fait, contrairement à un puits d'infiltration d'ailleurs. Ces techniques apportent en plus ce qu'on appelle des services écosystémiques. Donc ici, j'ai fait une petite liste des services écosystémiques. Donc on peut parler, entre autres, de réduction des pollutions et inondations. Donc c'est le premier service écosystémique auquel on pense quand on est comme moi, un ingénieur qui travaille dans l'assainissement. C'est celles qui permettent aussi de répondre aux objectifs de notre zonage pluvial. C'est tout ce qui permet de lutter contre ces déversements d'eau militaire dans la Seine et ce risque inondation. Pour illustrer ce service, il y a le petit graphique en bas à droite, où on voit, en fonction de l'adoption ou de la non-adoption d'un zonage pluvial à Paris, l'évolution du rejet d'eau unitaire en Seine
pour une pluie de référence, qui est notre pluie 16 mm, durée 4 heures, qui est considérée comme notre pluie de niveau 1, au moins en objectif. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que selon les scénarios effectivement d'imperméabilisation ou de désimperméabilisation de la ville par notre zonage pluvial, on voit qu'en cas de non-adoption du zonage pluvial, on se situerait dans la zone rouge, c'est-à-dire on pourrait jusqu'à multiplier par plus de 2,5 ces quantités d'eau unitaire déversées dans la Seine. En revanche, on s'aperçoit qu'en cas d'adoption d'un zonage pluvial, selon le scénario, l'avancée, le renouvellement urbain, on s'aperçoit qu'on sera de toute façon dans la zone bleue, c'est-à-dire largement en réduction des volumes d'eau unitaire déversés dans la Seine. Donc ce graphique est issu un peu de notre étude d'impact du zonage pluvial, qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale. Et on voit nettement l'intérêt, effectivement, de l'adoption, l'intérêt hydraulique de l'adoption d'un zonage pluvial. Autre service écosystémique ou écologique dont on parle beaucoup, c'est la lutte contre les îlots de chaleur urbains. C'est illustré par le petit schéma en haut à gauche. On a fait un petit calcul avec le département de Seine-Saint-Denis, chacun de notre côté, on arrivait au même résultat. C'est-à-dire un jardin de pluie de 100 mètres carrés, c'est-à-dire finalement pas très grand, 10 mètres par 10 mètres, dans un rayon de 100 mètres, permettrait de réduire d'à peu près 1 degré la température moyenne ambiante dans la ville. Alors 1 degré, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait c'est énorme. En cas de canicule type 2003, chaque degré supplémentaire augmente de 80% le risque sanitaire. Ça c'est une étude de l'INRS, je crois. Et 80% de risque en plus, et 80% de mort en plus, tout simplement. Autre service écosystémique, donc biodiversité, hein, il y a une demande effectivement des habitants des grandes villes vers plus de biodiversité, que ce soit pour la flore ou pour la faune. Les aménités paysagères ou les loisirs, dont une en particulier qui découle un peu d'une meilleure gestion des eaux pluviales à Paris, c'est un retour de la baignabilité en Seine. Donc là, l'objectif, c'est pour ça qu'il y a le petit logo Paris 2024, puisque la mer souhaite qu'une partie des épreuves de natation, notamment les natations d'endurance et le triathlon, se fassent dans la Seine. Le bénéfice écosystémique d'épuration potentielle, hein, parce qu'une zone, un jardin de pluie peut être aussi conçu comme une zone humide, il s'avère que c'est une épuration, c'est de l'épuration potentielle, au moins pour les eaux pluviales, avant qu'on les infiltre ou même qu'on les rejette au milieu naturel. Qui dit gestion verte des eaux pluviales dit aussi un déploiement de plus d'espaces verts en ville. On considère que si le zonage pluvial est appliqué, on aurait plus de 21%, je crois, de végétalisation en ville, au moins, que ce soit par des toitures végétalisées ou des jardins de pluie. Donc ça peut être aussi, pour les services municipaux, plus de déchets verts à traiter. Mais comme ces déchets verts aussi, aujourd'hui, on sait les valoriser, ça peut faire un bénéfice, au moins écologique et peut-être même comptable. Filtration de la pollution de l'air, ça a été très développé, notamment en Amérique du Nord, où à l'image des droits à polluer qu'on a aujourd'hui en Europe pour le dioxyde de carbone, un État comme la Californie a adopté une politique de droit à polluer pour tous les autres polluants de l'air. Bon, bien sûr, captage du CO2, plus d'espaces verts permettent de capter une bonne partie du CO2. Et enfin, une meilleure résilience de la ville. Nous, à Paris, en novembre 2017, si je ne me trompe pas, on a adopté une stratégie résilience qui est portée par une grande fondation américaine, qui vise à donner à la ville une meilleure résilience, alors pas seulement bien sûr aux problèmes climatiques, aux pluies, etc., mais aussi tout ce qui est risque attentat, risque de pénurie, que ce soit alimentaire, en eau, etc.
Et cette stratégie résilience fait une part belle à la gestion des eaux pluviales. Et ça a déjà eu des applications très concrètes, notamment sur les 2 ZAC que j'ai cités précédemment, ZAC Saint-Vincent-de-Paul et ZAC Bercy-Charenton. Ces 2 ZAC qui sont en projet, en cours de réflexion, pour lesquels effectivement la cellule résilience a mis tout son poids pour que l'on fasse que ces 2 ZAC soient zéro rejet, notamment parce que une meilleure gestion des eaux pluviales, notamment par des espaces verts, permettra de rendre ces quartiers beaucoup plus résilients, notamment, et pas seulement, mais notamment en cas de canicule. Ça s'est aussi appliqué de manière concrète par un concept qui s'appelle les cours Oasis, les cours d'école Oasis. De quoi s'agit-il? Il s'est avéré qu'en 2016, en juin 2016, pour la première fois à Paris, on a eu un épisode de canicule pendant une période scolaire. À un tel point que certaines écoles n'étaient plus vivables, ils ont dû évacuer quelques salles. Alors bien sûr, il y a eu une réaction à chaud, notamment des parents d'élèves qui ont dit oui, c'est scandaleux, avec même des propositions de techniques qui ne sont pas forcément viables, notamment il faudrait mettre des climatisations dans toutes les écoles, etc. Mais la cellule résilience s'est engagée dans une réflexion pour se dire, ben voilà, un des problèmes d'îlots de chaleur dans les cours d'école vient du fait que ces cours sont dans un asphalte noir. Quand il y a du soleil, ça emmagasine la chaleur, ça la restitue pendant plusieurs heures après, au point que même pendant la nuit, la cour ne va pas se refroidir, ni le bâtiment. Et c'est pour ça que le matin, on trouve une école qui est très très chaude. Et donc l'idée, ça a été de réfléchir en trouvant des procédés techniques pour que les cours n'aient plus cette fonction d'îlot de chaleur urbain. Et notamment, ça a été en adoptant des procédés plus clairs, mais surtout des procédés qui permettent d'infiltrer l'eau. Parce que l'eau infiltrée, c'est de l'eau qui est dans le sol, c'est de la chaleur latente qui peut être absorbée, et donc des cours beaucoup moins chaudes. Ça peut être aussi, bien sûr, des meilleurs ombrages de la cour par des arbres, et l'utilisation d'un jardin de pluie. Il y a 3 pilotes qui ont été réalisés pendant l'été 2018, sur 3 cours parisiennes. Apparemment, le retour est très bon, à tel point qu'à l'été 2019, c'est 30 cours, une trentaine de cours qui vont subir le même processus. Alors, toujours pour illustrer un peu ces services écosystémiques, ici vous avez un graphique, une petite étude qu'on a fait en interne qui met en abscisse le coût comptable des différentes techniques de gestion des eaux pluviales et en ordonnée les services écosystémiques, parce qu'il s'avère que certains services écosystémiques peuvent faire l'objet d'une évaluation financière de ce service que l'on peut intégrer à une étude coût-bénéfice globale dont j'ai parlé tout à l'heure parmi les nouvelles approches projets. Alors c'est le ministère qui est un peu novateur dans ce domaine en France, qui essaie de promouvoir cette notion de service écosystémique, notamment au départ c'était surtout pour la conservation des zones humides, mais dans ses ouvrages le ministère expose des méthodes d'évaluation de ces services écosystémiques. Alors c'est 2 types de méthodes, il y a la méthode de compensation qui consiste à dire voilà, le bénéfice financier d'un service écosystémique, c'est tout simplement le coût d'un dispositif artificiel qui aurait la même capacité, notamment, je parlais tout à l'heure de bénéfices d'épuration potentielle, c'est tout simplement on estime l'épuration potentielle en calculant par exemple pour ce qui est de l'eau, le coût d'une station d'épuration qui aurait la même capacité qu'une zone humide à épurer les eaux. Et puis l'autre méthode, c'est la méthode de réparation. C'est tout simplement si on pollue, si des eaux urbaines polluent le milieu naturel, notamment la Seine, combien coûterait une réparation, c'est-à-dire de curer la pollution, et ça c'est toujours peut-être un petit peu plus difficile à évaluer, mais surtout on arrive à des sommes souvent très, très élevées, le coût d'une réparation de la pollution.
Et si on fait des estimations, donc des services écosystémiques, des organes de gestion des eaux pluviales, bah vous avez, alors à la base c'était un nuage de points, alors j'ai préféré mettre des photos sur cette présentation, c'est toujours plus joli. Donc on s'aperçoit que des dispositifs comme les jardins de pluie et les toitures végétalisées ont un coût comptable relativement faible, et il s'avère que ça apporte beaucoup de services écosystémiques à la communauté. Les revêtements poreux aussi sont d'un coût relativement faible, ont un service écosystémique un peu moins, qui se limite en fait au service écosystémique hydraulique, un petit peu à la lutte contre les îlots de chaleur. Et des solutions plus grises comme les puits et tranchées d'infiltration, hein, qui n'ont finalement que le service écosystémique hydraulique de prévention des pollutions et des inondations, mais pour un coût comptable beaucoup plus élevé. Bah, du coup, dans ce graphique, on voit que ces techniques-là, et bien sûr les techniques tout tuyau, sont beaucoup moins intéressantes. Si on applique cette démarche, donc ces nouvelles démarches projets à un peu les grands projets que l'on a à Paris, ben on peut faire, comme ici, des études coût-bénéfice globales. Alors ça, c'est l'étude coût-bénéfice globale qui a été réalisée pour l'évaluation environnementale du zonage pluvial, avec une évaluation à 20 ans et à 50 ans. Ici, il s'agit de l'évaluation à 20 ans. Alors, comment on a procédé? On a d'abord regardé, ici, dans la première colonne, le coût d'application d'un zonage pluvial, principalement par des techniques vertes, c'est-à-dire toiture végétalisée et jardin de pluie. Donc, c'est la colonne verte à gauche. Et on a comparé pour les mêmes services donnés par le déploiement de ces techniques, les services écosystémiques, on a estimé les services écosystémiques par la méthode de compensation pour ces différents services. Alors le premier service, c'est le service hydraulique, hein, c'est-à-dire lutte contre principalement lutte contre les pollutions du milieu naturel, et là on l'a estimé par le coût de grands réservoirs qui permettraient d'intercepter donc ces eaux pour éviter qu'elles ne se déversent dans le milieu naturel. Et déjà on voit que rien que sur ce coût, le bénéfice de ce service écosystémique purement hydraulique, on voit qu'on est déjà en bénéfice sur le coût de déploiement des techniques alternatives. Bon, il ne s'agit pas le deuxième ici, les subventions AESN et régions pour la déconnexion des eaux pluviales, c'est pas proprement parler d'un service écosystémique, mais c'est quand même un bénéfice dans la mesure où l'agence de l'eau subventionne toutes les techniques vertes de gestion des eaux pluviales. Autre service écosystémique, c'est la lutte contre les îlots de chaleur urbains, c'est le trait rouge ici. Alors estimé de manière non pas sur le coût des climatisations comme on pourrait le faire maintenant, mais plutôt sur un rafraîchissement de la ville par notre réseau d'eau non potable, parce que Paris dispose d'un réseau d'eau non potable, donc l'idée c'était de balancer de l'eau non potable sur la voirie pour la rafraîchir et puis lutter contre l'effet îlot de chaleur. Autre bénéfice qui celui-là est assez significatif, c'est la surisolation des toitures par les toitures végétalisées. Ça, c'est principalement en été. Effectivement, il s'avère que quand on met une toiture végétalisée sur un immeuble de bureau, par exemple, eh bien, l'immeuble de bureau va consommer beaucoup moins d'électricité en climatisation. Et en hiver, dans une moindre mesure, où la toiture végétalisée va constituer une couche d'isolation en plus, donc une légère baisse de la facture de chauffage. Le bénéfice d'extension de durée de vie des toitures, qui est relativement significatif, ça c'est basé sur notamment une pratique aux États-Unis, qui est que quand un immeuble s'équipe d'une toiture végétalisée, les cotisations d'assurance qui sont liées à l'étanchéité de la toiture, en fait, sont divisées par deux. Simplement parce que là-bas, ils considèrent qu'une toiture végétalisée va doubler la durée de vie d'une toiture.
Donc c'est ça qui a été quantifié dans ce service écosystémique que vous voyez ici en violet. En France, on n'est pas tout à fait sur le même système parce qu'on a des lois clous et couverts qui garantissent 10 ans et généralement c'est plus difficile à mettre en œuvre, du moins si de le traduire comme gain sur le coût des assurances. Autre bénéfice écosystémique donné notamment par les toitures végétalisées, ça aussi ça vient dont je vous disais tout à l'heure, c'est l'absorption des polluants atmosphériques par les toitures végétalisées. Ça, c'est notamment issu des droits à polluer. C'est basé sur les droits à polluer que les gens qui créent dans l'industrie ou ailleurs des polluants atmosphériques sont obligés de payer, notamment en Californie, pour pouvoir compenser. Et enfin, donc, le bénéfice d'épuration potentielle des jardins de pluie, notamment concernant les pollutions chroniques et accidentelles. Il s'avère qu'un jardin de pluie, finalement, c'est une noue d'infiltration, c'est le meilleur réceptacle pour ce qui est des pollutions. Et ça, c'est quantifié ici par, effectivement, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme dispositif industriel, notamment des débourbeurs désuleurs, pour avoir le même effet. La même démarche a été appliquée sur une ZAC. On peut l'appliquer sur une ZAC. Alors ça, c'était au tout début donc, de la conception, de la phase conception de la ZAC. On a essayé de comparer effectivement l'adoption d'implantations sur voirie de nous pour gérer l'ensemble des eaux pluviales et ce que ça permettait éventuellement de faire économiser à la communauté sous forme de services écosystémiques. Alors ici, vous avez rien qu'ici le bénéfice hydraulique sur cette ZAC, si au lieu de faire des égouts, un égout sur cette ZAC, on se contentait de faire un égout de collecte des eaux pluviales, on se contentait de faire juste des nœuds. Alors ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus significatif qu'à l'échelle de Paris, parce que sur cette ZAC, une bonne partie du périmètre n'était pas équipée en égout. Si on équipe en égout qui puisse recevoir des eaux pluviales, bah, c'est un coût tout de suite bien supérieur, alors que précédemment, sur le zonage pluvial, le réseau était déjà construit, c'était seulement des annexes au réseau qu'on envisageait de construire pour compenser, pour avoir la même performance que les toitures végétalisées et les jardins de pluie. Ici, non, c'est une construction, alors que sur le reste de Paris, le réseau existe déjà. C'est pour ça que la partie hydraulique de ce service écosystémique est très significative. Le deuxième service écosystémique qui a été évalué, c'est le bénéfice de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Et là, contrairement au cas précédent, on a essayé d'estimer ça en matière d'économie de climatisation. Si on fait des jardins de pluie sur le bâti et notamment sur l'espace public sous la forme d'une noue, il s'avère qu'une partie de la chaleur sera absorbée et ça peut se traduire par une baisse des consommations de climatisation, éventuellement une baisse des installations de climatisation qui seront peut-être installées moins puissantes. En noir, alors là c'est l'épaisseur du trait, hein, juste au-dessus du rectangle jaune, c'est l'absorption du carbone. Alors c'est pas grand-chose effectivement si on porte ça sur une étude coût-bénéfice global, parce que le carbone, la tonne carbone coûte pas très cher actuellement, mais ça représente quand même 80 tonnes par an absorbées de carbone, ce qui n'est pas négligeable pour une ZAC qui fait 4 hectares. Interception des pollutions accidentelles, c'est pareil que tout à l'heure, hein, si on faisait des débourbeurs désuileurs qui auraient à peu près la même capacité d'absorption des pollutions que les noues d'infiltration. Lutte contre les pollutions chroniques du milieu naturel, bah ça c'est ce qui viendrait en plus de la construction d'un égout qui est représenté ici. Hein. Ça c'est si on construisait des ouvrages de gestion des eaux pluviales aval qui capteraient les eaux unitaires avant qu'elles soient déversées dans la Seine. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est les subventions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de la région Île-de-France pour l'adoption de techniques vertes.
Il s'avère que ça, c'était une étude un peu amont qui a été réalisée lors du début de la réflexion sur la ZAC. C'est vrai que l'égout qu'ils ont construit, qui sera stockant d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une problématique de régulation du débit de fuite, même s'il est construit, donc il coûtera relativement cher, il est quand même moins dimensionné que ce qui était prévu au départ pour récupérer toutes les eaux pluviales. Donc on arrive à quelque chose d'assez similaire. Les noues seront construites sur une bonne partie de la ZAC, mais l'égout sera en partie aussi construit. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alex. Merci Aurélie Langlamé, Didier Bellefleur et Alexandre Neuzet d'être intervenus et d'avoir partagé votre retour d'expérience avec donc la communauté, le réseau O. Avant de nous quitter, chers participants, je vous demande de bien vouloir remplir le sondage de satisfaction. Vous en avez l'habitude, ce sont les mêmes questions que d'habitude. J'en ai rajouté une particulière à la fin. Alors, la première, êtes-vous satisfait? Oui, non. Si vous n'êtes pas totalement satisfait, vous pouvez nous le dire avec la deuxième question. Est-ce que vous avez des questions en suspens? Si vous étiez plusieurs derrière l'écran, je sais que certains étaient à plusieurs dans le même bureau. Pour qu'on puisse, c'est assez important pour qu'on puisse faire à la fois des bilans exhaustifs à vos organismes en fin d'année, et deux, que vous puissiez recevoir vos attestations de formation. Donc, merci d'indiquer vos noms, prénoms, mails, fonctions et organismes de vos collègues. Ah bon, si vous ne mettez pas l'organisme, on les retrouvera. Et le sujet de formation ou bien l'expérience que vous souhaitez voir, donc le sujet de formation que vous souhaitez voir affiché au programme 2019 ou l'expérience que vous souhaitez partager avec nous l'année prochaine. Et enfin, si vous souhaitez avoir un échange avec les intervenants ou même l'AST, vous pouvez cliquer sur oui à la fin et nous vous mettrons en relation. Voilà, je vous ai indiqué donc le 28 mars 2019 en live depuis Strasbourg une webconférence organisée avec l'ENGES. Monsieur donc Bellefleur continue ce cycle de communication sur le memento et ira un peu plus loin, si j'ai bien compris, donc avec des détails techniques que nous n'avons pas entendus, voilà, ou pu aborder. Merci aujourd'hui. Donc plus d'informations sur le site nges.unistra.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à bientôt.